Gérard Martin, édition L'Étoile des Limites. J'ai tiré au hasard la lettre O. Donc je vais partir du dernier livre que nous venons de publier, qui s'intitule Alite Manon Tropo. C'est un ouvrage de poésie d'un jeune auteur d'une quarantaine d'années. Ce sont des fragments, des fragments en prose poétique. Notre maison d'édition a été créée en fait à Charleville-Mézières, la ville natale d'Arthur Rimbaud, où je travaillais à l'époque. Et donc ça, c'était en 1985. Et pendant une douzaine d'années, je n'ai plus rien à publier parce que le travail que je faisais me prenait trop de temps. Je n'avais plus la possibilité de m'occuper de cette maison d'édition. Et c'est une fois à la retraite que j'ai pu reprendre ce travail, cette passion, je devrais dire. Et en même temps, nous avons déménagé avec mon épouse Natalia dans le Lot, près de Figeac. Et c'est donc de là que nous sommes venus à Douarnenez aujourd'hui. Donc notre maison a, disons, c'est la poésie et les alentours de la poésie. Nous avons 3 collections. Une collection de poésie proprement dite, d'où est extrait ce livre dont je parlais à l'instant, Alite Manon Tropo de Mathieu Nusse. Une collection où nous avons publié des grands textes de Christian Hubin, notamment, un poète belge qui auparavant était chez Corti. Et puis un poète catalan dont nous avons publié une œuvre intitulée Nulle part en édition bilingue. Et puis, donc ça c'est une collection qui s'intitule Parlant seul. Parlant seul parce que Parlant seul, c'est le titre d'un des livres de Christian Hubin. Et Parlant seul parce que, moi je considère qu'un poète, quel qu'il soit, a une parole un peu solitaire finalement. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai choisi, d'ailleurs en accord avec Christian Hubin, le titre de cette collection. Et puis nous avons une autre collection de plus petit format, qui s'intitule, je ne l'ai pas ici, pardon, excusez-moi, voilà, de ce format-ci, qui s'intitule Le lieu et la formule. Le lieu et la formule, c'est une expression que Rimbaud emploie dans un des poèmes des Illuminations. Moi pressé de trouver le lieu et la formule. Donc c'est une collection de prose poétique. Ou de poèmes en prose. Voilà. La thématique principale, c'est le lieu, si vous voulez, à partir duquel un poète, parce que c'est une collection de poètes, de textes de poètes, mais en prose. Un lieu à partir duquel le poète va trouver sa formule, sa propre formule, pour évoquer ce lieu. Il ne s'agit pas de faire un texte disons, de guide touristique en quelque sorte, mais plutôt un lieu de présence. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vraiment un lieu de présence et vraiment une écriture poétique. Donc dans cette collection, on a des gens, on a des noms assez connus. On a démarré avec un texte d'André Velter, Guy Goffet. D'ailleurs, c'est avec Guy Goffet qui, à l'époque, habitait à Charleville-Mézières, qu'on a travaillé un peu la maquette de la collection. Guy Goffet, Hubert Haddad, Salas Tétier, et puis il y a des gens moins connus, celui-ci par exemple, Alain Éludu, géographique, ce sont des poèmes en prose. Donc voilà. Et puis nous avons créé tout dernièrement une 3e collection d'essais de poètes sur des poètes. Et le premier titre, c'est un essai de Yves Leclerc, un poète qui est publié notamment chez Gallimard, mais pas uniquement, sur Pierre-Albert Jourdan, qui était un poète ami de René Char,
Yves Bonnefoy, de Philippe Jacotet, etc., qui vivaient à la fois dans la région parisienne et à Carombes, dans le Vaucluse, et qui avait fondé aussi une revue de poésie intitulée Port des Singes, en hommage à René Daumal. Donc c'est une collection d'essais intitulée L'Atelier Céleste, dans laquelle des poètes, encore une fois, écrivent, mais de manière, il ne s'agit pas de publier des textes d'érudition, hein, ce n'est pas du tout l'idée de la collection, mais plutôt des textes assez libres sur un poète qui les a particulièrement touchés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire des extraits, mais... Alors voilà. Par exemple, pour donner une idée du ton de ce livre sur Pierre-Albert Jourdan, il vient de balayer la terrasse. Premier exercice d'assouplissement matinal. Façon de faire sa toilette mentale. Le grand ménage. Maintenant, laissant aller le temps où il veut, délié, il suit son stage d'herbe, assis sur une vieille pierre au bout du monde de son jardin, parmi de hautes touffes de romarin et de lavande, toutes vibrantes d'abeilles. Tel est son butin, son but du matin, sa butinerie. On dirait qu'il converse avec elle, tant il en paraît proche, comme il s'incline devant la cigale, la fourmi ou la menthe religieuse, comme il médite sur le manuscrit enluminé d'une aile de papillon. Royauté renversée. Loin de Paris, il contemple le chemin de poussière, ravi dans le ravin du monde. En bas, le village de Carombes et la géométrie complexe de ses toits de tuiles, tel un tableau cubiste. Le frêle chapeau de dentelle d'ombre que dessine en filigrane la fine armature du campanile dans le pollen bleuâtre de la lumière provençale. Quelques langues de fumée s'échevèlent et flânent lentement sous le soleil radieux, au-dessus des collines et des vignobles vers les monts du Vaucluse, commentant ces ébauches de paysages bleu patinir. De l'autre côté, comme une écriture cursive sur un carnet, la ligne crénelée que dessine la crête des Alpilles. Pierre-Albert Jourdan a le sens de la hauteur, bien qu'il sache garder les pieds sur terre. Il a le goût de l'espace et de l'horizon. Il n'aime pas l'enfermement mental. Il aime les ciels et les nuages qui passent. C'est un paysagiste et un nuagiste. D'où sa vocation de pointre, peut-être, de faire partager, par les mots hauts en couleur, ses lumières. Donc voilà un petit peu pour donner une idée de cette collection. Vous voyez, ce n'est pas du tout un texte d'érudition d'universitaire. Hein. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ouvre cette nouvelle collection, et nous allons publier l'année prochaine une plaquette de textes sur Nerval, écrit par Gabriel Bounour, un spécialiste de la poésie française du XXe siècle, et qui est décédé, mais qui était aussi un haut fonctionnaire en Orient. Il a vécu en Égypte, il a vécu au Liban, et il a écrit de merveilleux textes sur la poésie du XXe siècle, et notamment donc deux longs articles qui étaient parus sur Nerval dans des revues dans les années 50, plus un texte d'une conférence. Et donc ça sera publié l'année prochaine. Voilà un petit peu le... Et sinon, parmi les projets, eh bien l'année prochaine aussi... Non, cette année, pardon, un livre de poèmes de Béatrice Bonhomme, un autre livre de Christian Hubin également, en fin d'année, au début d'année prochaine. Voilà. Donc Alain Lesseau, édition Léofond, maison d'édition qui est donc installée à Brest. Donc pour moi c'est important parce que c'est une ville
que j'avais quitté pendant 13 ans pour m'installer à Paris pour des raisons professionnelles. Et donc je suis retourné en 2003 et je travaille dans l'édition depuis 1989. Je suis correcteur dans l'édition, donc indépendant. Et j'avais toujours juré que je ne me mettrais jamais à l'édition. Et en 2008, à l'occasion d'une résidence que j'ai faite en Argentine, je n'avais pas de livre avec moi à emporter. Je participais à un festival international à l'invitation de Chantal Bidault, de l'association Travésias. Et donc à cette occasion-là, je n'avais pas de livre à présenter. Et donc j'ai demandé à un ami, Didier Pavois, qui est maquettiste, de concevoir en un mois un livre de moi, de poésie, et que je n'ai pas pris avec moi, et que j'aurais dû, parce que ce livre a été fait donc sans ambition de créer une maison d'édition. Donc c'est un bon maquettiste, Didier, donc il a eu des idées. Et en revenant d'Argentine, je me suis dit, lançons-nous dans l'aventure. Donc c'était un premier livre. Et donc les éditions Léo Fon sont nées comme ça, un peu par hasard, sur une connivence entre Didier, maquettiste, et moi, et surtout aussi Marie-Paul Zuat, qui est aussi une correctrice. Il y a beaucoup de correcteurs et de correctrices dans la maison d'édition. Et comme ça, à trois, on s'est lancé dans cette aventure qui avait pour axe principal la poésie. C'est quelque chose à laquelle je tiens, c'est-à-dire la poésie et les essais. Ce sont les deux axes, parce que je pense que je ne suis pas le seul à le penser, je crois que Zara l'avait déjà dit, que le texte poétique comme le texte de l'essai sont des espaces de l'écriture qui sont purs. Et c'est cette exigence-là d'une certaine pureté par rapport à d'autres textes qui sont beaucoup plus, on le voit aujourd'hui, objet de mercantilisme. La poésie garde, chez les vrais poètes, une exigence qui, moi, me fascine. Il y a un certain nombre d'écrivains qui m'ont beaucoup aidé, notamment Zara, très jeune. Zara est quelqu'un qui m'a fasciné. L'homme approximatif a été mon premier livre de découverte de la poésie. Donc au tout début Léo Fon, j'ai comme ça voulu rendre hommage à des écrivains, vivants ou pas, qui me semblaient importants. J'ai notamment publié Guy Cabanel, qui est un surréaliste, encore vivant d'ailleurs, il a 95 ans. Et j'ai publié, on a fait le livre de Crevel, de René Crevel, un ensemble d'essais, de poèmes, pardon, le recueil qu'il n'a jamais fait. Crevel n'a jamais fait de recueil de poésie. Donc on a fait ce livre-là. Et donc je suis très attaché à des écritures qui sont un peu, solitaires, un peu comme une comète est solitaire. Mais une comète porte en elle, généralement on dit que la Terre est née les éléments qui ont créé la vie sur Terre sont venus grâce à une comète. Et j'aime cette idée d'écriture, donc aussi de langue, parce qu'on publie beaucoup de traductions. On a notamment, par exemple, publié R.S. Thomas, qui est un des grands poètes gallois. Il y a Dylan Thomas, évidemment, que tout le monde connaît, mais R.S. Thomas, qui était sur la liste des Nobel en 1995, je crois. Et on a publié récemment Joan Margari, qui a eu le prix Pablo Neruda. Ce sont dans l'ensemble des écritures différentes. Je dis ça parce que un des reproches qui m'a été fait au début, j'ai publié pas mal de surréalistes, c'était d'être une maison d'édition, alors on avait dit surréalisante, et c'était péjoratif dans la bouche de la personne.
À quoi je réponds que non. Évidemment, on publie des écrivains très différents en Bretagne, notamment. Je suis très, très heureux de publier Paul Keinec, qui pour moi est un des grands poètes du XXe siècle. Hein. En plus, c'est une écriture en marche. C'est quelqu'un qui a ce talent, ce geste de pouvoir casser, je dirais, le moule. C'est-à-dire que certains écrivains que j'ai beaucoup aimés, dont René Char par exemple, à la fin René Char fait un peu du René Char, c'est-à-dire qu'on est un peu toujours sur le même répertoire. Paul Keinec, lui, change. Là, on vient de publier son dernier livre, Johnny Onion descend de son vélo. Et comme le titre l'indique, c'est un texte très frais, très ludique. Et voilà, j'aime en fait la surprise. Je reviens toujours à cette définition de la littérature, de ce qui, moi, m'attire en fait dans l'écriture et dans les textes que je peux recevoir. C'est la surprise. C'est important. Bon, pour nous, c'est difficile. On publie donc pas mal de traductions, mais d'un point de vue, je dirais tout simplement pécuniaire, ce sont des livres plus lourds à porter. Dans l'ensemble, j'ai utilisé le terme de livre parce qu'il est adéquat. Nous faisons des livres. On ne fait pas de plaquettes comme certains éditeurs de poésie. On fait des livres, donc ça veut dire donc un certain nombre de pages. Ça veut dire que souvent on rassemble, par exemple, plusieurs textes. Donc on a aussi fait le choix c'est un choix délibéré dès le départ, de faire des couvertures en couleur. Je tenais absolument à ce qu'il y ait de la couleur, parce que je trouve que dans l'édition de poésie, trop souvent, on a... j'aimais beaucoup des éditions Fata Morgana, mais on a une espèce d'austérité, j'allais dire, janséniste, qui m'énerve un peu. C'est là comme si le livre disait « je suis très sérieux, donc je suis très austère ». Donc je me suis dit, je vais mettre de la couleur dans mes couvertures, et surtout, de plus en plus, je fais appel à des peintres ou des graphistes, avec cette idée que il y a à ce niveau-là une conjonction entre le texte et l'auteur de l'illustration. C'est important. C'est important que les livres... Et ce qui est important aussi, et on peut le voir là, tous les trois, c'est que c'est le maquettiste qui m'avait dit ça. J'aurais dit, il avait mis tous les livres par terre, puis il était monté sur une mezzanine, et puis il regardait d'en haut, et il me disait, tu sais, c'est comme une famille. Hein. Ils se ressemblent, mais ils sont tous différents. Et je pense que l'édition, le catalogue d'un éditeur doit être ressemblé à ça. C'est pas une idée originale, je crois que c'était Jérôme Lindon des éditions de Minuit qui disait ça. Il dit, je fais une famille. Je choisis mes auteurs parce que je veux créer une famille. Et je pense que c'est une belle définition du geste éditorial qui est de créer une famille. Alors moi, il y a beaucoup d'étrangers. Donc on essaie à ce niveau-là aussi de faire des livres bilingues. C'est pas toujours possible, mais je pense que c'est très important de donner la langue d'origine avec la traduction. Donc c'est une aventure les Néofonds sont une maison d'édition à statut associatif, c'est-à-dire on est 12-13 personnes à peu près dans l'association. Comme je l'ai dit, pas mal de correcteurs,
de traducteurs aussi. Ça, c'est, donc je ne prends pas tout seul les décisions pour la publication. Donc généralement, je fais quand même circuler le texte. Bon, j'ai une façon... C'est Marie-Paul Zuad, donc la personne avec qui j'ai créé la maison d'édition, qui me l'a dit un jour. Elle dit, tu es un peu autocrate dans ta façon de gérer. Donc je le dis oui, mais un peu par la force des choses, parce que souvent je me retrouve quand même seul à gérer les rapports avec des auteurs, quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais aussi le choix des artistes. Bon, après, on est quand même un réseau, je pense à Patrice Beuret de Mediapart, donc Alain Lebeuz, on a tout un réseau de Fatima Rodriguez, de lecteurs, entre guillemets, qui amènent des textes. Après, je veux dire, c'est une frustration et en même temps, c'est un avantage, c'est que nous ne publions que 4 titres au maximum par an. Quelquefois c'est 2, ça dépend un peu des finances. Donc effectivement, nous ne pouvons pas publier tous les livres que nous aimerions. Après, cette contrainte a pour effet que les livres que nous sortons sont des livres vraiment choisis. Il y a quelquefois des catalogues où l'on voit que, je sais pas, tout d'un coup on publie trop de livres et quelquefois de livres qui sont médiocres. Donc je trouve que la qualité d'un catalogue, elle tient à ça aussi, à cette contrainte qui fait que nous ne pouvons pas publier tout ce que nous aimerions publier. Je voudrais créer des collections, mais ça viendra, je pense, plus tard, un autre jour. Donc Philémon Le Guyadère est donc éditeur de Raz Éditions. Alors aujourd'hui, je suis ici présent à Douarnenez. En fait, j'ai tiré la lettre F dans le sac. Ça aurait pu être la lettre G, la lettre X. C'est l'alphabet et donc j'ai tiré le F. Donc F comme femme, par exemple, ou alors Federico Garcia Lorca, je pense à ça à l'instant. France aussi, comme la chanson de Sardou, le paquebot France. Et alors autrement, si on veut revenir à mon histoire des maisons d'édition, est-ce que j'ai un F? Je regarde, je ne suis pas sûr d'avoir un F. Ah si, comme Luigi Fontanella, auteur italien que je publie, je suis le premier à le publier en France d'ailleurs, Luigi Fontanella, qui est donc un auteur italien qui a eu plusieurs livres parus en Italie et qui vit maintenant plutôt aux États-Unis. Voilà. Ai-je d'autres F à Raz Éditions? Non, j'ai un G comme Giraud, qui est donc EFG, c'est juste après. Donc Xavier Giraud est un jeune auteur décédé en 1981 et qui s'est suicidé d'ailleurs, mais par choix, plus par dandysme presque que par ma lettre. Donc j'ai publié dans ce livre-là environ 120 poèmes, je crois, 160. Et il y a les dates, donc c'est entre l'âge de 14 et 20 ans, date de son suicide à 20 ans. Xavier Giraud. Villes intérieures, il n'y avait pas laissé de titre, donc c'est moi qui ai choisi le thème, le titre Villes intérieures, parce que le nom, la ville vient très souvent dans le livre. Voilà, la ville au sens large. Hein. F, ça ressemble à Zell aussi, Lucien Fell, au lieu de Lucien Zell. Donc c'est un auteur américain que je publie aussi, qui est pour la première fois publié en France, donc une traduction, qui vit à Prague, que je connais, enfin que j'avais rencontré à Prague il y a une quinzaine d'années de ça, par hasard sur un trottoir. Il se trouve qu'il avait un livre d'art. Je le croise sur un trottoir et j'avais l'impression de connaître. Je lui demande, moi j'avais une caisse à violon avec moi, et je lui demande, mais on se connaît, tout ça. On était à Prague, donc je parle en anglais. Parce que Prague, je parle pas un mot de tchèque. Et il me dit, il me regarde, il me répond en anglais, et il me dit no, I don't know, enfin I don't think qu'on se connaît. Et, enfin, il s'avère que
Il avait un livre d'Arthur Rimbaud dans sa poche. Et moi aussi, quoi. Alors, c'était improbable. Et qui me disait que le soir même, il faisait une présentation dans un café vers les ambassades et qu'il m'invite à y aller, quoi. Et donc voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Lucien Zell. Et en fait, 10 ans plus tard, enfin, bon, maintenant, il y a 15 ans plus tard, j'avais gardé son contact et je savais qu'il était écrivain poète. Et donc, je lui ai demandé s'il avait des textes à me proposer. Et il en avait. Et voilà, j'ai fait un choix dans l'ensemble. Et j'ai donc publié ce livre-là par-dessus, donc, Les Vergers du désir. Lucien Zell. Philémon le Guyadère. Bon, bref, je tombe dessus, donc c'est moi-même. Donc Philémon le Fuyer à l'air, si je prends un F à la place du G. Donc un livre en 3 parties, La Crevie, qui veut dire crevivre, crever et vivre. Donc j'ai pris quelques poètes qui ont tous eu une mort un petit peu spécifique, ou une mort à la con, on va dire la même chose. Donc Baudelaire, Pasolini qui s'est fait écraser comme une crêpe par une voiture à côté de Rome. Et suivi de Montgoéland. Alors Montgoéland qui, voyez-vous, Montgoéland qui a la flemme, la grosse flemme, Montgoéland qui a l'air un peu con quand il marche sur le bitume avec ses pattes palmées, Montgoéland qui passe sa vie à chier, je l'aime bien, Montgoéland qui t'observe depuis les toits voisins, en fait, etc., etc. Montgoéland, c'est un peu moi, c'est un peu vous, c'est tout le monde, quoi. Hein. Donc j'ai écrit ce livre-là, en fait, à Douarnenez, en un été, plus ou moins. Et je trouve que en fait, je voulais faire 304 Montgoéland, parce que je voulais acheter une 304 cabriolet à l'époque. Et en fait, j'en ai gardé que 130, je crois, je sais plus. Les poèmes ruches, c'est des poèmes plus courts qui ont été écrits plutôt à Paris. F, comme Pascal Perrault, Arnaud Bourvin. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est la biscotte plutôt avec de la confiture de fraises. Et ça c'est donc la biscotte donc avec de l'herbe verte dessus. Alors c'est le livre le moins cher, 10 €, et c'est le moins cher parce que c'est le plus petit. Plus le livre est grand, plus c'est cher. J'avais dit ça à une fille qui avait acheté le livre, et elle me dit il n'y a rien dedans. Et en fait il n'y a pas beaucoup de phrases. Je dis il n'y a rien dedans, c'est pour ça que c'est pas cher. C'est 10 €, c'est le prix d'une pizza. Et la pizza on la mange et on la chie dans la nuit, alors que ça on l'achète, on l'a pour la vie. Donc il faut relativiser le prix des livres de poésie, c'est toujours pareil. Je sais que c'est cher, 10 €, mais c'est pas si cher que ça. C'est le prix d'une pizza, et encore une mauvaise pizza. Hein. Donc La Gazelle de Thomson, donc ça c'est le dernier livre paru d'ailleurs, qui est une collection un petit peu différente. Il y a plusieurs collections à Raz Éditions, il y en a 4 différentes en fait. Il y a des collections plus livres d'artistes, et il y a aussi une collection, donc la collection Raz, qui est la collection de base, hein, avec un code couleur, hein, comme vous avez vu, un petit peu les mêmes. Le format varie, mais c'est quand même... il y a une maquette un peu identique. Alors que la collection POV, tous les livres sont un peu différents. Il y a plus de liberté, je veux dire, au niveau de la maquette. Et donc là, il y a donc un texte de Jacques Vincent. Et en général, dans cette collection-là, c'est un texte, de rencontre d'un texte avec ou des photographies ou des dessins. Il y a un visuel avec, c'est ça que je veux dire. Donc dans ce livre-là, c'est un texte de Jacques Vincent avec des chaises de Roberto Cedrone. Alors les textes étaient en amont, et après les chaises sont ici. Roberto Cedrone, qui était donc un peintre, illustrateur, comédien dans sa jeunesse, argentin, et qui vivait donc à Douarnenez. Il était un ami personnel, et j'ai partagé un atelier avec lui à Douarnenez d'ailleurs. Jacques, Roberto est décédé l'an passé, et c'est vrai qu'il avait des soucis de santé depuis quelques années, ne sortait plus de chez lui, et en fait il y avait peu de gens à aller le voir. Et donc il y avait moi, et Jacques Vincent, et quelques autres, mais pas beaucoup quand même. Et donc dans ce livre-là, Jacques a relaté un petit peu ses visites les visites régulières qu'il faisait donc à Roberto Cedrone, sous forme de chronique poétique, on va dire. Voilà. Et donc il y a les chaises avec, et il y a un texte manuscrit aussi de Roberto Cedrone qui avait beaucoup d'humour, et qui connaissait Julio Cortázar par exemple. Il était avec Julio Cortázar en 81, il a fait le tour de Paris dans une R5 avec Cortázar pas loin de ses 2 mètres, et Caroline Dunlop, sa copine, qui conduisait la R5. Il m'a raconté ça, enfin voilà.
qui vient de la famille Cedrone, assez célèbre, les Quarteto Cedrone. Je ne suis pas ce corps, je n'avais pas parlé d'elle, qui est une auteure mexicaine. Donc là, pour le coup, là, le livre a été traduit en entier. C'est sur les féminicides, justement. Beaucoup sur les femmes qui sont tuées au Mexique. Il y en aurait 10 par jour. Des femmes sans corps, sans nom, finalement, on retrouve les corps. Et donc, le F comme féminicide. Et c'est la seule femme du catalogue, à ce jour. Donc la parité n'est pas respectée à Rêve Éditions. Une femme pour peut-être 14 poètes. Voilà.